Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pour nous aussi, c'est la rentrée. On lance aujourd'hui notre nouvelle émission Plus de sport. Résumé de match, résultats en images, portraits, invités. Toute l'actu sportive du secteur, c'est désormais chaque lundi sur Mosaïque Cristal en deuxième partie d'émission. Et notre directeur sportif, c'est David Orès. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a aussi notre community manager Sandrine, coucou. Coucou. Toi, tu vas nous dévoiler tout à l'heure ce qu'il en est des internautes, s'ils sont prêts et surtout leurs enfants pour la rentrée. Puisque oui, aujourd'hui, la plupart des élèves retournent à l'école, sauf quelques-uns qui ne feront leur rentrée que demain. Ce matin, les parents des nouveaux collégiens, par exemple, ont déposé leurs enfants devant leur nouvel établissement. Et on est en duplex avec Marie-Morgane. Bonjour. Salut Julia. Alors toi, tu es au collège Fulrad à Sarreguemines. Raconte-nous comment s'est passée la matinée pour les 6e. Eh bien, la rentrée s'est très bien passée. Il y avait un peu d'anxiété, mais plutôt du côté des parents. Les élèves, eux, étaient plutôt motivés à l'idée de découvrir le collège. Ici, au Fulrad, il n'y a que les élèves de 6e qui ont été accueillis aujourd'hui. Les élèves de 5e, 4e et 3e ont rendez-vous demain. Avec Morane Grandcola, on a suivi donc la rentrée des plus jeunes. Vous découvrirez les images tout à l'heure et vous ferez aussi la connaissance du nouveau principal. Merci beaucoup Marie-Morgane, merci aussi à Morane au cadrage. On regarde donc votre reportage, mais ce sera juste après le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Fini les vacances, c'est la rentrée pour 400 000 élèves en Lorraine. Par exemple, au collège Fulrad de Sarreguemines, les 6e ont été accueillis en avant-première ce matin. Les autres classes rentreront demain. De la maternelle au lycée, cette nouvelle année comporte son lot de changements, nouveaux programmes, meilleur accompagnement des élèves, mais aussi la mise en pratique de la réforme du bac. Une 4e édition record. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines organisait hier sur le site du Moulin de la Blise le challenge des faïenciers. Pas moins de 78 archers y ont pris part, notamment Philippe Brécot et Sébastien Chillet, deux Guillaume Tell locaux qui brillent au niveau national. 13e édition du Festival de voitures anciennes à Ambar. Près de 700 véhicules ont été exposés pour le plus grand bonheur des amateurs et nostalgiques. Véhicules militaires, Cadillac de 1979, Ford Mustang, il y en avait pour tous les goûts. Près de 3500 visiteurs sont venus admirer les modèles de 30 ans d'âge et plus. Top départ pour 8 semaines en musique. Le festival frontalier Euroclassique a démarré ce week-end avec le concert d'Anne Etchegoyen à l'espace Renick à Saint-Denis. Les concerts vont se dérouler jusqu'au 31 octobre dans le Pays de Bitche, mais aussi en Allemagne. Prochaine date, le samedi 7 septembre avec Frank Nimsgern à Zweibrücken. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Sandrine n'est pas que community manager, loin de là, et elle fait aussi la pluie et le beau temps. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et c'est un très beau début de semaine qui s'annonce avec une journée baignée de soleil pour demain. Presque aucun nuage dans le ciel et des températures qui seront largement supportables avec de 10 à 13 degrés au plus frais et de 23 à 25 degrés en journée. Demain, nous serons le mardi 3 septembre. Ce sera, la rentrée sera passée et vous pourrez ajouter à vos devoirs de penser à souhaiter une bonne fête aux Grégoire. Le soleil se lèvera à 6h51 et se couchera à 20h10 dans un ciel assez dégagé, parfait pour observer les étoiles et même la lune. C'est en tout cas ce que Chantal nous invite à faire à travers cette très belle photo de lever de lune prise à Sarrebourg. Un grand merci à elle pour cette photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail ou alors sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005.
Retour au collège Fulrad, de multiples découvertes depuis ce matin pour les élèves qui ont fait leur entrée en 6e. L'établissement leur est totalement dédié aujourd'hui. Marie-Morgane Lorenz et Maureen Grandcolin ont suivi avec eux leur première matinée en classe. Première rentrée dans la cour des grands. Il y a 2 mois, ils ont quitté leur école primaire et leurs professeurs. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau monde qui démarre, le collège. Les parents ont accompagné leurs enfants vers la 6e. Les collégiens ont d'abord découvert leurs nouveaux camarades. Chaque classe a ensuite été prise en charge par leur professeur principal. On leur explique un petit peu le fonctionnement du collège. Ils sont toujours très impatients de découvrir l'ensemble des professeurs, de découvrir surtout leur emploi du temps. Ils sont un petit peu inquiets en général en arrivant, mais en général aussi au bout de quelques jours, très contents d'être là. Découverte du carnet de liaison, de leur emploi du temps, des cours qui leur seront dispensés, les nouveautés sont nombreuses. C'est beaucoup plus grand. Il y a plein de salles, on change tout le temps de salle. Ça a beaucoup changé, c'est beaucoup plus grand. Il y a différentes règles, on change de classe souvent. C'est tout. Après cette journée chargée en émotions, les élèves de 6e du collège Fulrad pourront recharger les batteries demain, pendant que les autres niveaux feront leur rentrée. Ils démarreront ensemble les premiers cours mercredi. Et pour le principal du collège, c'est aussi une nouveauté puisqu'il a fait sa première rentrée au Fulrad. Après être passé par le lycée Blaise Pascal à Forbach, qui est un établissement dans les Vosges, il a démarré son poste à Sarreguemines. On l'écoute. Monsieur le principal, bonjour. Bonjour. Alors les 6e viennent de faire leur rentrée. C'est vraiment une nouvelle étape pour eux. Qu'est-ce qui est mis en place pour que la transition avec l'école primaire se passe au mieux ? Donc ça se fait en plusieurs étapes. La première étape a lieu lors de l'année de CM2. Il y a ce qu'on appelle une liaison avec des immersions. Donc les gamins ont un défi lecture avec l'école de laquelle ils viennent. Puis l'après-midi, ils assistent à des cours. C'est le premier contact avec le collège qui leur permet un petit peu de se familiariser avec le lieu. Ensuite, à la fin de l'année, les élèves reçoivent leur classe. Donc par courrier, donc ça aussi ça permet un peu de désamorcer les petites angoisses parce qu'on se rend compte qu'on est avec un tel et on n'attend pas le jour de la rentrée de le découvrir sur la feuille. Puis le jour de la rentrée, il y a une rentrée un peu spécifique pour eux, donc la journée du lundi est bloquée pour eux avec une prise en charge par les professeurs principaux durant toute la matinée. L'après-midi, les équipes pédagogiques reçoivent les familles de 14h à 16h pendant que les gamins sont en EPS. De ces groupes d'EPS, on sort 25 gamins aléatoirement qui vont réviser avec la professeure de musique un certain nombre de chants et qui vont présenter le résultat de leur production vers 15h30 aux familles et aux professeurs qui sont présents pour faire un petit peu cette fameuse rentrée en musique. Voilà. Okay. Donc une adaptation qui se fait en douceur. Et pour vous aussi, vous faites votre rentrée ici, vous êtes nouveau principal au collège Fulrad. Est-ce que vous avez déjà des projets qui soient éducatifs ou autres pour l'établissement ? Alors là, on est encore en phase d'arrivée, en phase de transition. J'ai un diagnostic établissement à mener. Ce diagnostic établissement, une fois qu'il sera mené, me conduira à faire des choix à la fois pédagogiques et par rapport aussi au bâtiment. Enfin, des choix, c'est toujours des choix en concertation, bien sûr, avec la collectivité de rattachement, le conseil départemental. Et en fonction de ça, on prendra un certain nombre d'orientations pour faire des travaux, pour faire des choix pédagogiques. Mais pour l'instant, on va se laisser le temps d'arriver. À Rohrbach aussi, c'est la rentrée. Pour les écoliers de l'établissement Jean Monnet, c'est un jour spécial. Ils découvrent leur nouvelle école. Composée de 4 classes allant du CE1 au CM2 et d'un périscolaire, cet ancien tribunal a été entièrement rénové. Il accueille 91 élèves. Ils nous ont d'ailleurs donné leur première impression ce matin. C'était au micro de Laurie Couteau. Alors j'aimerais savoir ce que tu penses de cette nouvelle école. Je trouve qu'elle est hyper vachement grande et que elle est mieux que l'autre. Elle est plus grande, ça change de l'autre parce que je trouve qu'elle est mieux, elle est plus moderne et elle est beaucoup plus grande, ça change et ce que je préfère c'est nos classes parce que elles sont plus grandes et plus jolies. Elle est jolie, elle est bien, on se sent mieux et on travaille mieux. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'autre école ? C'est plus à la mode et on aime beaucoup.
C'est moderne, c'est plus beau que l'autre école, c'est nouveau, c'est beau. Cette école est vraiment belle, grande, magnifique. Elle est moderne aussi, c'est vraiment la meilleure école. La nouvelle école, elle est vraiment bien, elle est moderne, il y a même les lumières qui s'allument toutes seules et elles s'éteignent toutes seules. Les pièces sont vraiment plus grandes, beaucoup mieux quoi. J'aime bien, il y a des nouvelles choses, un tableau tactile avec d'autres choses. Elle est beaucoup mieux, il y a beaucoup de nouvelles choses. Elle est beaucoup plus grande que l'ancienne. Elle est super, je l'adore. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'autre? Elle est nouvelle, elle est bien propre. Elle a des nouvelles règles qui sont sympas, il y a des nouvelles règles qui sont pas très sympas. Puis elle est bien nettoyée et tout, j'aime bien. Elle est bien, il y a plein de nouveautés. Elle est un peu plus automatique que la vieille. Elle est plus belle, elle est propre. Et les différentes écoles, de la maternelle au CM2, sont désormais regroupées. Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle organisation, on écoute Martial Bars, le directeur de l'école de Rohrbach. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette école, elle était indispensable ? Alors ça fait un petit moment que ce projet est en cours parce que ça fait donc un certain nombre d'années maintenant que l'école se trouve sur 2 sites et donc il était question de rapprocher ces 2 sites. Et donc différents projets ont été envisagés et finalement ce bâtiment qui a été libéré donc par la Poste et puis par le tribunal il y a bien longtemps était un peu au centre de Rohrbach et comme c'est un bâtiment qui a beaucoup de cachets, il a été décidé donc de le réhabiliter totalement. Donc il y a eu de gros investissements de fait et ce qui nous permet donc d'être tous donc formés à ce qu'on appelle un pôle école puisque toutes les classes sont situées maintenant au même endroit, l'école maternelle également, ce qui évite tout déplacement en autocar puisqu'avant donc lorsqu'il y avait la cantine par exemple, les élèves qui étaient dans l'autre bâtiment étaient pris par un car à midi. Lorsqu'on se rendait au gymnase, il nous fallait également un car, etc. Alors que maintenant, donc, on se déplace à pied au gymnase qui se trouve donc juste derrière, à la piscine également. Donc tous les déplacements se font à pied. La cantine se trouve en plein milieu du pôle école. Et donc c'est vraiment très, très intéressant d'avoir tout regroupé. C'est un gain de temps et c'est au niveau de l'organisation, pour moi en tant que directeur, d'avoir toutes mes classes au même endroit, c'est bien pratique. Et justement, du coup, en termes d'organisation, comment ça va se passer ? Alors au niveau organisation, donc tout le monde a maintenant les mêmes horaires. Et donc la cour de récréation est double au niveau de taille, mais commune, donc on fait les récréations au même moment. Et puis donc la cantine se trouve dans le même bâtiment, donc c'est pris en charge par le périscolaire. Les élèves sont récupérés à midi pour la cantine, donc l'organisation est vraiment optimale. Et en termes de coût, combien est-ce que ça a coûté ? Alors, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais on a parlé de 2 500 000 € qui ont été injectés dans ce bâtiment, puisqu'il y a eu la création d'un ascenseur, tout a été entièrement réhabilité, l'insonorisation, etc. Donc ce bâtiment a été entièrement revisité pour être vraiment opérationnel. Donc voilà, je n'ai pas les chiffres exacts. En tout cas, il y a eu de gros investissements, de gros efforts de fait, puisque toutes les classes ont été équipées de tableaux blancs numériques. Voilà, donc on est vraiment très bien dans ces locaux. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour l'école ? Alors bien sûr, il y a toujours encore d'autres projets. Donc les aménagements extérieurs ne sont pas terminés. Il y a encore la bibliothèque pédagogique donc, qui n'est pas déménagée pour l'instant, qui va venir également nous rejoindre ici. Et voilà, il reste donc un certain nombre de projets, peut-être un potager pédagogique, des espaces verts, etc. Donc il y a encore pas mal de projets pour l'avenir. Avant de revenir sur les événements qui étaient organisés ce week-end, voici des images d'un spectaculaire accident de la circulation qui a eu lieu samedi matin près du golfe de Sarreguemines. Il était un peu plus de 7 heures lorsque, pour une raison encore inconnue, un automobiliste en provenance de Roulin, circulant à bord d'une Suzuki Swift, a raté un virage. Il a dévié de sa trajectoire sur 50 mètres. Son véhicule a ensuite heurté violemment le talus avant d'effectuer des tonneaux sur une 50aine de mètres. Le passager âgé de 16 ans, légèrement blessé, a été transporté en état de choc à l'hôpital Robert Pax avant de rentrer chez lui dans la soirée. Le conducteur, lui, a été gravement blessé. Désincarcéré, il a ensuite été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Nancy. Ses jours ne sont plus en danger, mais il est toujours en réanimation. Il devrait être rapatrié à l'hôpital de Sarreguemines dans la semaine. Concernant les événements festifs du week-end, le dîner insolite dans la piscine de Sarreguemines est tombé à l'eau faute d'un nombre suffisant d'inscrits. Malgré tout, le dernier week-end avant la rentrée des classes a été ponctué par de nombreux événements. Voici le résumé en images et on commence en gare de Sarreguemines avec des gerbes d'étincelles.
Ça a fait du bruit ce week-end au centre-ville de Sarreguemines. La SNCF avait prévenu, pour la première fois un Grizzly a circulé sur une voie ferrée de la cité faïencière. Le Grizzly, c'est ce train suisse, un engin automoteur qui supprime les défauts des rails par meulage. 10 passages, soit 5 allers-retours, étaient nécessaires pour reprofiler le rail. C'est la voie A, utilisée par les trains et tram-trains en direction de Sarrebruck, qui s'est vue offrir une nouvelle jeunesse. Au préalable, une dizaine de techniciens de la SNCF et d'une société de sous-traitance ont démonté les passages et les pédales de signal pour laisser le champ libre au Grizzly. L'opération complète a duré toute la nuit de samedi à dimanche. Voici l'histoire de notre exode en Charente, telle que je l'ai vécue avec vous en l'année 1939-40. J'en fais cadeau aux archives paroissiales de Zétain, afin que le souvenir de cette tourmente fantastique se conserve à travers les siècles. C'est un texte rare et précieux ressorti des archives de la paroisse de Zétain qui a fait l'objet d'une lecture ce week-end. En 1970, l'abbé de Merlet a couché sur les pages d'un petit cahier d'écolier son témoignage de l'évacuation de son ancienne paroisse. Charente, une contrée lointaine qui nous était complètement inconnue. Lu par l'acteur local Laurent Bartel, ces écrits reviennent sur les événements qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale, puis à l'évacuation et ses péripéties, des conditions de voyage rudimentaires, un accueil improvisé en Charente. Avec cette lecture, le village a poursuivi l'œuvre de l'ancien curé de Zétain qui avait dédié ses écrits ad perpetuam rei memoriam, à la mémoire éternelle. C'est parti pour 8 semaines de festival. Euroclassique a commencé hier soir avec le concert d'Anne Etchegoyen, avec ses chansons fortement inspirées de son pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La chanteuse était accompagnée de 2 guitaristes et du chœur basque. Un concert tout à fait dans le thème du festival, puisque cette année, c'est Heimat, patrie. Les concerts vont se succéder jusqu'au 31 octobre dans le pays de Bitche et en Allemagne. L'ouverture, c'était à l'espace Cassin à Bitche. At last but not least, le dernier spectacle de la programmation culturelle estivale de la municipalité de Serralbe s'est déroulé ce samedi soir. Sur scène, les orteils décollés. Ces 5 musiciens cabrent leurs instruments pour transmettre au public leur trépidante vitalité. Le répertoire festif fait tour à tour voyager les spectateurs dans les Balkans, en Chine polonaise et emprunte les registres klezmer ou manouche. Récit du dehors à Anchambert. Au pied de la chapelle Sainte-Vérène, un comédien procède à une lecture de Henri-David Thoreau. L'écrivain a construit une cabane dans les bois au XIXe siècle avant de s'y installer. Dans cet ouvrage, il relate cet épisode de vie. Cette expérience me valut d'être considéré par mes amis comme une espèce de courtier immobilier. Où que je me sois assis, j'aurais pu vivre là. Le livre se lit, s'écoute, dans la position de son choix, et se regarde, car le comédien propose aussi une scénographie inédite. Le festival a été lancé cette année. Grâce à ce concept, passionnés de lecture et amateurs de vieilles pierres se croisent. L'événement est organisé par la médiathèque Joseph Schaeffer. Les lieux retenus sont emblématiques du pays de Bitche. Prochain rendez-vous à la cascade du Neubach, le dimanche 8 septembre à 11h et à 15h.
Dans un calme religieux, les pinceaux s'agitent. La chapelle Sainte-Vérène à Eschenberg est devenue, le temps d'un jour, la source d'inspiration de plusieurs peintres amateurs. Le symposium de peinture Peindre sans frontières a été organisé par la communauté des communes du pays de Bitche et celle du pays de Zweibrücken. Il rassemble des artistes des deux côtés de la bordure. Cette année, l'événement a rassemblé 18 participants, dont 7 venus de l'Allemagne. Cet échange culturel franco-allemand est porté depuis le départ par l'association Cadre. L'année dernière, c'était Riedelberg en Allemagne qui a été à l'honneur. Le but de ces rencontres de peintres français et allemands, c'est d'abord de se rencontrer, de partager notre expérience. On regarde un petit peu ce que font les autres, quelle est leur technique, et puis on s'inspire un petit peu des uns des autres. Et puis deuxièmement, c'est aussi de valoriser les villages et les villes de part et d'autre de la frontière. Au fusain, à l'acrylique, à l'huile ou encore en aquarelle, les participants ont pu choisir n'importe quelle technique. Un vernissage a clôturé cette animation. Les œuvres produites seront exposées durant tout le mois de septembre à la mairie d'Eschenberg. Le public pourra donc venir admirer cette composition transfrontalière. On démarre tranquillement. Une manifestation que l'on ne présente plus. Ce dimanche, Ambar était le paradis des amateurs de voitures anciennes à l'occasion du 13e festival annuel. Entre 600 et 700 véhicules étaient exposés. Priorité était donnée aux anciennes voitures, mais les voitures de moins de 30 ans étaient également acceptées, ainsi que celles de prestige et les 2 roues. Un concours d'élégance, des récompenses prestigieuses et une bourse aux pièces donnaient encore plus d'intérêt à l'événement, filmé également par un drone. Voyager au temps des dinosaures. En tournée dans toute la France, l'exposition itinérante Dino Expo a fait escale à Bitche. Les participants ont pu vêtir les attributs de preux explorateurs pour partir à la découverte de ces monstres des temps anciens. Un musée ambulant accessible à tous qui permet d'engranger des connaissances tout en s'amusant. Durant la visite, petits et grands se sont entraidés pour répondre à un questionnaire sur ces gigantesques créatures. Ateliers de fouilles, coloriage ou encore immersion virtuelle, tous les moyens sont bons pour apprendre davantage sur les dinosaures, quitte à ne plus vouloir en sortir. Mais le week-end n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et c'est aussi le thème qui a été proposé à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal, n'est-ce pas Sandrine? C'est tout à fait ça. Alors on leur a demandé s'ils étaient prêts pour la rentrée et j'ai bien l'impression qu'ils le sont. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir en regardant les résultats de notre sondage. 61% des votants nous ont répondu « on est prêts », mais il en reste encore 39% qui ne le sont pas. Et souvent, ce sont plutôt les parents que les enfants, comme on peut le lire dans le commentaire d'Alexia. Ma fille va au CP, elle est prête, mais pas moi. C'est également un cap pour Audrey qui nous écrit CP pour mon plus grand et petite section de maternelle pour mon deuxième. Une journée difficile pour moi, 2 grandes étapes, mais mes enfants, eux, sont prêts. Mais la rentrée ne concerne pas uniquement les enfants, c'est aussi la reprise du travail après une période de congé. Et visiblement, ce n'est pas plus simple. Claire nous dit jamais prêt pour la rentrée, surtout le réveil. David va même encore plus loin, il nous écrit c'est quand les vacances? Ben oui, c'est important, mais bon, pour l'instant, on reste encore un peu à l'école. Comme chaque lundi, tu as fouillé dans les archives et tu nous proposes de revoir des images d'une rentrée un petit peu particulière. Oui, alors on fait un bond dans le passé, on retourne en 2009, il y a exactement 10 ans. L'IUT de Moselle-Est ouvrait à Sarreguemines sa section GACO, Gestion administrative et commerciale des organisations. Regardez. C'est aussi un événement pour son directeur Thierry Zimny, qui accueille les premiers élèves de ce nouveau département, le 2e à ouvrir dans la cité des Faïences, et qui doit permettre à la trentaine d'étudiants qui y sont inscrits de décrocher un DUT GACO, gestion administrative et commerciale. Cette formation sur 2 ans doit amener à devenir assistant de direction, voire responsable d'entreprise. Elle prépare également les étudiants, en majorité issus de terminal STG, à la reprise d'une société. Et le DUT GACO s'est développé et propose aussi maintenant un cursus en alternance. Tous les étudiants font leur rentrée aujourd'hui. C'était ce matin pour les premières années et cet après-midi pour les 2e années. Merci Sandrine. Avec plaisir. Et puis je vous le disais en début d'émission, c'est aussi la rentrée sportive. Et sur Mosaïque Cristal, ça se traduit par une nouvelle émission. Tous les lundis,
plus de sport. David, dis-nous, dans ce premier numéro aujourd'hui, il est question de quoi ? Il y a plein de choses, Julia. Il y a du foot, de la course à pied, de l'handi-pétanque, du tir à l'arc, de la natation. On ne dirait pas comme ça, mais sur le secteur de l'arrondissement de Sarreguemines, on fait du sport. Il se passe plein de choses et on va vous montrer ça toutes les semaines. Et tout de suite, dans un instant, le premier numéro de Plus de sport. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au Pays de Beach. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et soyez les bienvenus dans Plus de sport, votre journal de sport hebdomadaire. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir Cynthia Bach du Twirling Club de Wouswiller. Mais tout de suite, on démarre avec du foot. Deuxième semaine pour les régionales 2. Dimanche, l'AES Aren-Étain-Schmidwiller rencontrait l'US Nouswiller à domicile. Le résumé de Thibaut Desmerlet. Deuxième semaine de match pour la saison des régionales 2 qui oppose l'AES à l'US Nouswiller. Début de la rencontre, l'AES conserve majoritairement le ballon et fait pression dans le camp adverse. Face au débordement et aux tirs non cadrés, la défense de Nouswiller tient bon. Les Verts tentent de se créer à leur tour des occasions. Et c'est un coup franc, peu avant la mi-temps, qui permet à Nouswiller d'ouvrir le score avec un but de Sofiane Terrak. Reprise du match, l'AES réussit à obtenir un pénalty. Malgré cette opportunité, le ballon vient se cracher contre le poteau. Nouswiller se fait de plus en plus agressif, submerge le bloc de défense des Rouges et Sofiane Terrak marque son deuxième but. L'AES a l'air d'être à bout de souffle, mais arrive jusqu'aux cages adverses et remonte dans le score grâce à Laurent Délinger. Après quelques incidents dans les deux camps, la tension monte. Mais Nouswiller n'en a pas fini et achève l'AES avec 2 buts supplémentaires, un de Baptiste Muller et l'autre d'Arnaud Lutman. Résultat, 4-1 en faveur des Verts. Ces derniers s'offrent la première place du classement avec 6 points. On a une bonne marge de progression parce que là on a surtout bien défendu. C'est vrai que dans le jeu on n'a pas été super, mais au final voilà, on a été efficace et c'est ce qui compte. On a eu un peu de chance sur le penalty qui loupe 1-0. Donc je pense que ça nous a laissé un petit peu d'oxygène et on a réussi à marquer rapidement le troisième, donc ça c'était bien. Le score ne reflète pas du tout la rencontre, c'était très équilibré. Ils avaient souvent le ballon, ils ont été peu dangereux, mais au final on a réussi à marquer sur quelques occasions.
L'AES retombe à la 9e place mais tire les leçons du match. À partir du moment où on perd 4-1, donc on ne peut pas dire que tout s'est bien passé. Bon, des regrets sur l'amplitude du score parce que je pense que sur l'ensemble de la partie c'était pas mérité. Après, dominer n'est pas gagné, une équipe qui était bien en place, très rigoureuse, très agressive et qui a été efficace. Voilà. Il faut qu'on profite un petit peu de certaines défaites comme ça pour grandir, pour mûrir. On est une équipe qui est assez jeune, donc l'équipe en face était un peu plus expérimentée, donc il faut qu'on utilise un petit peu cet échec-là pour avancer. Dans les vestiaires, les joueurs de Nousvillers peuvent désormais savourer leur victoire. De retour sur le plateau, on continue toujours avec du foot. Le SFC ce week-end a remporté son match contre Saint-Louis-Neuweg 1-0 et Sarre-Union a également une victoire 2-1 contre Amnéville. On peut noter également le FC Metz, la deuxième équipe, et Strasbourg qui ont fait tous deux des matchs nuls. On passe maintenant au classement. Donc nous sommes bien en National 3, groupe F. Sarreguemines et Sarre-Union sont en tête grâce à ces victoires avec 6 points sur 3 matchs joués. Metz est plutôt derrière, 4e place, et Strasbourg en fin de classement. On passe maintenant en Régional 2. Régional 2, pourquoi? Puisqu'il y a l'équipe 2 de Sarreguemines et Aaron-Étain-Schmittwiller qui sont dans le même groupe. Donc 3 points pour Aaron-Étain-Schmittwiller, et 4 points pour le Sarreguemines FC. Voilà donc pour les résultats de ce week-end. On passe maintenant à la course à pied. Des semelles solides et un souffle athlétique. Ce week-end à Saint-Louis-les-Bitches, c'était la 14e édition des Foulées du Cristal. Une course qui marque le démarrage d'une nouvelle saison sportive, notamment pour Yann Schrub de Aaron. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Les fauves sont lâchés. Dans la chaleur et la sueur, les 350 participants de la 14e édition des Foulées de Cristal ont pu tester leur forme à la sortie de l'été. Un parcours atypique de 10 km sur le bitume et les sentiers forestiers. Depuis la restructuration, la course ne peut plus utiliser la halle verrière de la cristallerie. Nouveauté de cette année, les coureurs ont pu traverser les jardins filtrants de la manufacture dans le dernier kilomètre. La persévérance était de mise, aucun effort n'a réussi à freiner ces athlètes. L'ambiance et le fair-play étaient au rendez-vous. Loin devant, Yann Schrub, le dossard 294, fait mordre la poussière à ses concurrents. Il termine la course en tête et en solitaire avec un joli temps de 31 minutes et 50 secondes. De quoi donner le sourire à son entraîneur. Tout à fait, on est très fiers de lui. On va viser un gros chrono pour Sarreguemines. L'objectif, c'est de faire moins de 30 minutes sur les 10 km de Sarreguemines, ce qui est l'objectif pour la rentrée là. Premier de sa catégorie, Yann Schrub, satisfait de son début de saison, prend plaisir à courir dans le secteur. Oui, non, mais c'est sûr, bien sûr, surtout quand on vient d'ici. Hein, c'est toujours bien de gagner à domicile, que ce soit ici, que ce soit à Sarreguemines, à Sarralbe, un peu toutes les courses locales que je fais chaque année en début de saison pour vraiment me préparer en endurance. C'est toujours vraiment un grand plaisir de venir ici. En plein dans les études, Yann utilise ses courses locales comme entraînement pour de grandes compétitions. On ne sait pas trop encore. Comme cette année, il est en 6e année de médecine, donc ça va être plus compliqué au niveau des entraînements. Il ne pourra pas s'entraîner autant, même s'il veut participer aux mondiaux universitaires qui auront lieu au Maroc. Organisées par l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Louis-les-Bitches, les Foulées de Cristal ont toujours autant de succès. Cependant, Jackie Bleichner, chef organisateur de cet événement, ne pense pas renouveler pour une 15e édition. Personnellement, je ne pense pas moi-même réorganiser une édition, mais si je trouve quelqu'un qui veut bien le faire, avec l'amicale des pompiers, on verra. Après l'effort, le réconfort, les participants achèvent cette édition avec un repas bien mérité. Je le disais en intro de cette émission, aujourd'hui nous recevons Cynthia Barr. Cynthia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci. Alors, vous faites partie du Twirling Club de Wousvillers, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, le twirling en 2 mots, c'est quoi? Alors le twirling, c'est un sport artistique qui allie 3 disciplines. Donc il y a le maniement du bâton, il y a de la danse et il y a de la gymnastique. Donc d'abord on choisit une musique, on crée une chorégraphie avec des mouvements imposés. Et après, on essaye d'interpréter la musique et de dégager le maximum d'émotions. Donc on a un aspect à la fois sportif et artistique. Oui, et même théâtral, on pourrait dire. D'accord. Quel est le palmarès du club de Wousvillers? Vous avez déjà remporté beaucoup de compétitions?
Alors cette année, on a un très bon palmarès. On a un groupe composé de 12 filles de 14 à 26 ans qui ont concouru en groupe senior et qui ont terminé vice-championnes de France. Et on a également un petit duo c'est des filles qui ont 9 ans, qui ont concouru en duo Benja, ils ont terminé championnes de France. Comment se passent justement alors les compétitions? On vous impose alors une chorégraphie à suivre, que vous devez alors vous entraîner sur la chorégraphie de la compétition, ou c'est vous qui proposez? Comment ça se passe? Alors ça dépend. Les compétitions en France, on choisit ce qu'on fait. Par exemple, on choisit la musique, on fait exactement la choré qu'on veut. Par contre, à la Coupe du Monde, là, c'était des musiques imposées et on a suivi des mouvements imposés. Et voilà. Vous-même, vous faites de la compétition? Oui, depuis 17 ans. Ah oui, vous êtes rodé. Oui, on n'est jamais vraiment rodé. D'ailleurs, vous êtes même entraîneuse au club. Oui. Alors, être entraîneur, c'est quand même quelque chose de très différent. Qu'est-ce que ça a changé pour vous quand vous êtes devenue entraîneuse? Qu'est-ce que ça a changé? En fait, bonne question. Déjà, après 3 ans de pratique, j'ai voulu devenir entraîneur pour faire comme ceux qui m'entraînaient en fait. Et en fait, ça procure encore plus de stress parce qu'en fait, on maîtrise rien et on a envie qu'ils réussissent. Vous avez la frustration parce que vous voulez le résultat, mais vous n'êtes pas acteur. Enfin, vous devez transmettre quelque chose aux personnes qui sont... C'est ça. On n'attend pas vraiment du résultat, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils ne se plantent pas et qu'on réussisse à faire tout ce qu'on a travaillé pendant tellement de temps, en fait. À qui ça s'adresse, le twirling? N'importe qui peut en faire? Oui, c'est un sport qui s'adresse à tout le monde parce qu'en fait, on fait tellement de choses qu'on peut l'adapter à tous les profils, même les garçons. On n'a pas beaucoup de garçons, mais c'est tout autant pour les garçons. Et quelles sont les vertus de ce sport-là? Il faudrait que vous donniez envie aux téléspectateurs justement d'en faire. Qu'est-ce que ça apporte en tant que personne de faire du twirling? En fait, déjà, c'est un sport où il y a beaucoup de... C'est très complet, donc on apprend à maîtriser son corps, toutes les parties de son corps. Mais en plus de ça, comme on travaille 6 mois une chorégraphie, il faut la présenter en 2 minutes. C'est beaucoup de stress. Et on apprend à gérer son stress et puis aussi à rebondir quand on se plante. Parce que forcément, on ne réussit pas à chaque fois. Il faut toujours réussir à rebondir et se lancer encore. Vous êtes nombreux à Wouzwiller ? On est une quarantaine. C'est déjà pas mal. Sur le secteur, il n'y a pas beaucoup de clubs de twirling. C'est quand même assez spécifique comme sport. Là, dans le coin, on est 2 clubs. Mais après, dans la région de Metz, il y en a plein quand même. Vous avez des actualités prochainement au club ? Là, on a la rentrée du twirling, c'est le 7 septembre. Donc ce samedi, ce sera à 9h30 pour les jeunes de plus de 6 ans. Et ce sera mercredi le 11 à 17h pour ceux qui ont 4 ans et 5 ans. Voilà, l'occasion pour les personnes intéressées de commencer quelque chose de nouveau. Des compétitions, c'est quand ? Les compétitions, ça commence en février. On travaille jusqu'à février et après, ça commence et chaque étape est éliminative jusqu'à arriver en juin à la finale. Très bien. Écoutez, on vous souhaite le meilleur au nom de l'équipe de Mosaïque Cristal. Merci. Merci à vous. Tout de suite, on parle de quelque chose de totalement différent. On va passer à l'handi pétanque. C'est une tradition. Chaque année, il y a un concours de pétanque handi valide à Roulin. Samedi, 34 joueurs y participaient, dont Jimmy Kempfer, atteint de la sclérose en plaques. Il nous explique les difficultés de ce sport. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Je suis nul. Nul. Il y a des moments où je tire bien, il y a des moments où je fais rien du tout. Alors c'est un peu la galère. Je ne suis pas encore bien dans mes positions de tir. Nul. Ce jugement est un peu sévère, mais il est difficile de s'évaluer soi-même. Jimmy et Josiane savent quand même se débrouiller sur un terrain de pétanque. Néanmoins, ils se sont inclinés ce week-end lors du concours départemental organisé à Roulin. On a fait 2 parties, on a perdu les 2. Une explication à ces résultats mitigés, le manque d'entraînement. Parce qu'on ne joue pas souvent ensemble. Jimmy lance les boules pour le plaisir de jouer, mais il ne pratique ce sport qu'occasionnellement. Parce que c'est pas évident de sortir la chaise à chaque fois de la cave et aller voir sur les terrains. C'est ma femme qui me ramène à chaque fois avec le camion. Âgé de 62 ans, Jimmy souffre de la sclérose en plaques depuis 32 ans. Il était également sportif avant d'être handicapé. J'ai fait de la pétanque amateur et des autres activités sportives, de la natation, du tir. Depuis, son kiff, c'est la pétanque. J'ai essayé la natation, mais j'ai trop de difficultés pour bouger les jambes. Il déplore le fait que certains terrains ne soient pas conçus pour les personnes à mobilité réduite. Le seul regret que j'ai, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'accessibilité à des terrains.
Dernier propos fort qui s'adresse à tous, faites du sport et oxygénez-vous pour votre santé. Qu'ils se motivent, qu'ils soient motivés, qu'ils ne restent pas cloîtrés chez eux, surtout qu'ils ne dépriment pas. Après l'handi pétanque, place au tir à l'arc. Hier, 78 archers ont investi le moulin de la Blise, venu du Grand Est, mais aussi de la région parisienne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Ils ont rivalisé d'adresse lors d'une compétition qualificative pour les championnats de France. Des images de Guillaume Dumonteil. Des archers sur un site culturel ouvert au public, on peut trouver cela étrange. C'est un tir qu'on appelle, nous, le tir en campagne. Donc c'est 24 postes de tir répartis dans la nature que tous les archers vont tirer et sur chaque poste ils vont lâcher 3 flèches. Au total, chaque participant a tiré 72 fois. Le comptage des points est relativement simple. Si on touchait un touriste, je pense qu'on aurait peut-être plus l'autorisation de venir et ça serait dommage. Donc c'est la cible qu'il faut viser alors. Alors la cible, c'est des cercles concentriques. Le jaune, il y a 6 et 5 points et après 4, 3, 2 et 1. C'est la 4e fois que se disputait ce challenge des faïenciers. La participation est en progression. Cette année, on est très satisfait parce qu'on a 78 participants. On a commencé avec 32 la première année, 38 la deuxième année, la troisième on était à 55 et on monte à 78. Donc ce qui prouve bien que le site plaît, que le concours plaît. Et j'espère que l'année prochaine, on montera encore. C'est un très beau site. Moi, personnellement, j'habite en Ardèche et je remonte spécialement pour tirer ce concours, pour le club de Sarreguemines aussi. Sébastien Chillet n'est pas venu faire la figuration. Son palmarès est impressionnant. Il a déjà été 3e au championnat de France en arc nu. Une performance qu'il compte bien rééditer. Je vais encore, dans un prochain temps, terminer la saison extérieure et après, je vais m'attaquer à la salle pour éventuellement décrocher une nouvelle médaille. Et essayer de passer au-dessus du record de France que j'ai loupé l'an passé de 2 points dans ma catégorie. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines compte dans ses rangs d'autres archers de haut niveau, comme Philippe Bréco, 4e l'an passé au championnat de France de tir en campagne. Hier aussi, il voulait performer. Mon objectif premier, ce serait de bien commencer la saison, donc avec 400 points. Donc on verra sur l'ensemble de la journée. Le parcours, je pense, s'y prête. Et on verra si tout se passera comme je l'escompte. À 1 point près, Philippe Bréco a raté cet objectif, mais il a néanmoins remporté l'épreuve dans sa catégorie. Le 22 septembre prochain, le club de Sarreguemines sera représenté au championnat de France par équipe de club. Bonne chance à ces archers qui défendront les couleurs de la cité faïencière au niveau national. Ah, le tir à l'arc, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et on prend des nouvelles de Michel Munch. Il était en compétition à Paris. Le coureur sarregueminois a fait face à un nouveau défi. Un reportage de Francis Hoffman. À tout de suite. Michel Munch change de catégorie et passe à la dimension internationale. Je suis très heureux, nous a-t-il confié à l'issue de sa performance au championnat de France élite de Paris. Et il y a de quoi. Jusque-là, malvoyant, son handicap visuel lui permettait de courir sans assistance. Mais à la veille de l'épreuve, les instances ont décidé de le classer en T11, c'est-à-dire chez les non-voyants. 2 heures avant la course, la fédération a dû lui trouver un guide. C'est finalement des lunettes occultantes sur les yeux et sans préparation qu'il a parcouru les 5000 mètres en 17 minutes et 29 secondes. Une excellente performance, premier parmi les déficients visuels et 2e tout handicap debout confondu. Le 19 septembre prochain, Michel devrait savoir s'il est sélectionné pour les championnats du monde à Dubaï. Et maintenant, quelques actus en bref, à commencer par Aurélie Muller. Cet été, la nageuse a manqué de très près sa qualification pour les JO de Tokyo. Elle s'est remise en question, elle a publié une annonce sur les réseaux sociaux jeudi dernier. Bonne nouvelle, elle décide de continuer la nage. Je la cite, « Je ne peux pas m'arrêter sur une déception, il faut tenter encore, essayer peut-être autre chose, croire toujours en sa bonne étoile, somme toute, ne rien lâcher ». Voilà donc de la détermination. Et elle a décidé d'arrêter les entraînements à Montpellier avec Philippe Lucas. Elle démarre cette semaine une nouvelle aventure à Nice.
En bref, toujours, nous saluons la performance d'Hugo Schott, le tennisman de Sarreguemines. Numéro 2 lorrain et numéro 95 français, il a résisté sur terre battue à Blois en battant Roy. Il avait enchaîné plusieurs tournois à l'étranger au Maroc, au Portugal, en passant par Troyes, la Roumanie et l'Angleterre. Le jeune homme est ambitieux et juge son bilan un peu mitigé. Voilà, c'est déjà la fin de Plus de Sport. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine et demain dès midi pour le 30 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.